Alors, on va voir aujourd'hui la formule d'inversion de Lagrange. Quand vous faites des développements limités, vous savez ajouter des développements limités, multiplier, parfois diviser, à la limite un petit peu composer, quand le développement est très limité, à des petits ordres, mais il est difficile à chacun d'inverser, quand c'est inversible évidemment, un développement limité. Regardez le cadre de la formule d'inversion de Lagrange que l'on va voir avec une petite application pour suivre qui va bien. C'est que si f est une fonction qui va être développable en série entière sur un voisinage de 0, donc on est autour de 0, hein, voilà, et on est dans C. Hein, on se cadre on prend le cadre du calcul complexe. On va supposer, on peut toujours se ramener à ça, à f de 0 égale 0, et afin d'avoir f localement inversible autour de 0, dans un voisinage de 0, on va demander que f' de 0 soit différent de 0. Donc ça veut dire que f, qui est développable en série entière, ça va être A0 plus A1Z plus A2Z2, etc. A0 est nul à cause de ça, et A1 est non nul à cause de ça. Donc maintenant, on va avoir G égale l'inverse, on va poser G, l'inverse de F sur un voisinage de 0, d'accord? C'est un théorème d'inversion locale. Et G est analytique, c'est-à-dire localement développable en série entière, en particulier autour de 0. Bien. Alors, on voudrait savoir si G de Z égale somme de Bn Zn, quand même positif, puisque c'est développable en série entière, est-ce qu'on a moyen de calculer Bn? Alors, Bn, oui, c'est lui, c'est ce qu'on appelle, ici, c'est des notations classiques en combinatoire, c'est le terme en z puissance n de G de Z, eh bien, c'est égal à 1 sur n fois le terme en z puissance n moins 1 de phi puissance n de z. Mais qu'est-ce que c'est que phi? Phi de z égale z sur f de z. Voilà. Alors, phi, faut faire attention, parce que ici, on a une forme, en 0, on a une forme indéterminée 0 sur 0, mais c'est ce qu'on appelle une fausse singularité. C'est-à-dire que z, ici, c'est z fois 1, et f de z, étant donné que A0 est égal à 0, ça veut dire que ça commence par z, la série entière, et donc vous pouvez factoriser z, et vous aurez une série entière, avec un premier terme non nul, ici, grâce à ça. Donc vous pouvez simplifier ici par z, c'est ce qu'on appelle une fausse singularité, c'est-à-dire que c'est prolongeable en 0. Et donc phi va être développable en série entière autour de 0. Bien. Donc ceci a un sens, voilà. Phi puissance n va être développable, ça c'est clair, en série entière, hein, et on peut diviser par n. Donc je voulais dire, le membre de droite a un sens. Voilà. Alors, allons-y pour la preuve. D'abord, la preuve, il y a deux preuves possibles. Les deux demandent quand même un peu de culture, mais il y en a une où c'est la culture du calcul complexe et de la formule des résidus, et une plus combinatoire, où on utilise des résidus formels. Bon, j'ai pas voulu prendre celle-ci, même si elle est très simple, mais parce qu'elle rentre pas dans la culture générale du L3. Je m'adresserai à nettement moins de gens, disons des gens qui ont fait un parcours un petit peu avancé, ou un M1, une option combinatoire en M1, ou un M2 avancé en combinatoire, pour comprendre la deuxième preuve. Donc je vais faire juste une preuve qui demande un petit peu de calcul complexe, la formule des résidus qu'on voit en L3. Donc soit G de Z égale somme de Bn Zn, n positif, Gbn est égal à 1 sur 2 pi intégrale sur un lacet autour de 0, de G de Z sur Z puissance n plus 1 dz. Oui, parce que regardez, Z puissance n plus 1, quand on le met au dénominateur ici, on va avoir que des termes qui sont primitivables, sauf 1 sur z. Voilà. Et ça va être Bn, le terme en 1 sur z, quand je divise par z puissance n plus 1. Et c'est ce terme qui me donne
Normalement, Bn, ici, fois l'indice du lacet. L'indice du lacet autour de 0, c'est du lacet gamma, c'est 1 sur 2 pi intégrale de gamma dz sur z. Ça, c'est la définition. Donc ici, je devrais mettre l'indice de gamma autour de 0, évidemment, vous faites le calcul. Mais j'impose que gamma est un lacet d'indice 1, c'est-à-dire qu'il fait une fois le tour dans le sens trigonométrique autour de 0. Alors bien sûr, il doit se situer dans un ouvert, donc il doit être assez proche de 0, ce lacet, et il fait le tour. Donc on peut imaginer un cercle de rayon r assez petit, et le cercle gamma de t égale r exponentielle de 2i pi fois t, pour que quand t va de 0 à 1, ça fasse le tour autour de 0 dans le sens trigonométrique. Ce qui nous fait, pour ceux qui n'aiment pas cette espèce de magie noire des intégrales sur un lacet, c'est simplement 1 sur 2 pi i, intégrale de 0 à 1, d'accord? Et ici, dz, z, c'est gamma de t, donc ici vous aurez gamma prime de t dt sur gamma de t. Alors ça, on sait que quand gamma est un lacet, c'est toujours un élément de z. Ça fait partie du bagage de base en calcul complexe. Et ça s'appelle l'indice de gamma autour de 0, qui correspond au nombre au nombre de tours qu'on fait autour de 0. On peut préciser ça un peu mieux. Voilà. Ça nous suffira ici. Et maintenant, je vais attaquer ce Bn, puisque c'est Bn que je veux comprendre. Et ici, je vais faire un changement de variable et je vais poser W égale G de Z. Donc W égale G de Z, ça veut dire, comme G et F sont inverses l'une de l'autre, ça veut dire que Z égale F de W. Donc ça fait que Bn égale 2 pi, intégrale sur, quand Z parcourt gamma, G de Z parcourt G de gamma. Ici, vous allez avoir G de Z, donc W, ici. dz, ça va faire f' de W sur W. F est analytique, elle est dérivable sur l'ouvert. Et divisé par, ici, Z puissance n plus 1 devient f de W puissance n plus 1. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de cette intégrale? On va l'intégrer par partie. Ici, vous avez W' qui vaut 1. Donc ça, vous le dérivez, et ça, vous allez l'intégrer. Parce que 1 sur f de W puissance n, sa dérivée, c'est moins n, f' de W sur f de W puissance n plus 1. Bien connu. Donc, quand on va faire l'intégration par partie, il va y avoir le premier terme qui va être nul parce qu'on est sur un lacet. Donc, on va prendre un terme intégré entre un point et lui-même. Donc, ça va faire 0, évidemment. Le moins, ça va faire plus. Et on va avoir 1 sur n, à cause du 1 sur n ici, 2 pi, intégrale sur g de gamma, de oméga prime est devenu 1. Et ici, on a intégré, on a donc dw sur f de w puissance n. Maintenant, je remplace f puissance n par z puissance n sur phi puissance n de cette formule, et j'obtiens 1 sur n de pi, intégrale sur g de gamma, qui est un lacet autour de 0, évidemment, puisque g va être un difféo local entre un voisinage de 0 et un voisinage de 0, à cause de ça. Et donc ici, j'ai l'intégrale de phi puissance n, w, de w, dw sur w puissance n. Donc vous comprenez que c'est égal à 1 sur n fois, le terme en phi puissance n, mais attention, puisqu'on a divisé par w puissance n et pas w puissance n plus 1, donc le terme en z puissance n-1 de phi puissance n, je devrais ici, pour que ce soit un petit peu plus cohérent, mettre w ici et w ici, d'accord? Donc ici des w, pour que les variables soient cohérentes. Mais attention, parce qu'il y a ce g de gamma, il faut que je multiplie
par l'indice de G de gamma autour de 0. Bon, comme ici. Mais, comme c'est un difféo, en quelque sorte, hein, vous voyez bien que l'indice, ici, vous allez par exemple avoir gamma qui est comme ça autour de 0, bah, G de gamma, bon, ça va être comme ça, hein, d'accord? Mais ça ne va pas faire 2 fois le tour ou 3 fois le tour, parce que c'est un difféo, d'accord? Donc en gros, vous avez que l'indice de G de gamma autour de 0 va être encore égal à 1. Essayons de le voir plus précisément. Par définition, c'est 1 sur 2 pi, intégrale de 0 à 1, on va reprendre cette formule, mais cette fois-ci, on remplace gamma par G de gamma, G rond gamma. Donc ici, on va avoir G' gamma de t, gamma prime de t, sur G de gamma de t, ici, j'ai remplacé gamma par G rond gamma, dt. Voilà. Et je sais, comme c'est un indice, que ça appartient à Z. Ça, c'est quelque chose que j'ai supposé depuis le début, connu, hein, la formule des résidus, finalement. Donc ça, je l'appelle H de t, et H de t est équivalent ici, premier terme de G', bah, c'est B1, ici, fois gamma prime de t, donc on a un équivalent 0, et ici, bah, le premier terme de G, c'est B0, mais B0 est nul, donc le premier terme non nul, c'est B1, donc on va avoir B1 gamma de t quand on va développer en série entière. Donc ici, comme B1 est non nul, toujours d'après ça, eh bien, on peut simplifier. Donc ce qui fait que cette intégrale est proche de gamma prime de t sur gamma de t. Mais comme, donc ici, on peut simplifier par G et tomber là-dessus, mais comme ça appartient à Z et que c'est proche de ça, c'est proche, suffisamment proche, aussi proche que l'on veut, eh bien c'est que c'est égal, d'accord? Deux entiers qui sont suffisamment proches, ben, ils sont égaux, et donc ça vaut 1. Voilà, donc moi ça me convainc. Ici, on a deux indices qui sont proches l'un de l'autre, et qui sont tous les deux dans Z, donc ils sont égaux, et donc ça vaut 1 ici, ce qui est vraiment l'intuition qu'on a, ça colle avec notre intuition. Donc il faut multiplier pour obtenir, pour obtenir le terme Bn, il faudrait multiplier par l'indice de G de gamma en 0, mais c'est 1. Donc on a multiplié par 1, et donc on a exactement ce résidu-là. Voilà, on a montré la formule d'inversion de Lagrange. On va avoir une toute petite application là maintenant. Alors on y va pour la petite application qui va bien. Nombre d'arbres binaires à n nœuds. Le nombre d'arbres binaires à n nœuds, on l'appelle Cn, ça va être les nombres de Catalan. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est 0, on va dire que c'est 1. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre binaire? À n nœuds, ça veut dire qu'on fait partir d'un nœud deux branches qui peuvent être amenées à devenir des nœuds. Dans ce cas-là, je vais les mettre en rouge, ou pas. Et dans ce cas-là, ce sera en noir, ce sera une branche morte en quelque sorte. Voilà. Alors, s'il y a un seul nœud, puisque c'est un nœud, il sort deux branches, il n'y a qu'une seule manière de le faire. S'il y a deux nœuds, eh bien, un nœud va donner deux branches, et il va falloir choisir. Parce que là, on va choisir, ici, ce sera une branche morte, puisqu'il n'y a que deux nœuds, et là, ce sera le deuxième nœud, qui donc va donner deux branches. Ou alors, c'est celui-ci qui va être le deuxième nœud, ici, et l'autre qui va être mort. Voilà. Et donc, ça veut dire que C2 est égal à 2. C3 égale 5. Alors là, regardez, vous avez un nœud, qui peut donner ici deux branches avec chacun un nœud, donc ça fait les trois nœuds, ça y est, le compte est bon. Un nœud qui va donner ensuite un nœud, puis un nœud ici, ou un nœud, puis un nœud ici. Voilà, ça fait deux façons d'avoir trois nœuds. Ou alors c'est à droite qu'on va avoir le nœud, et dans ce cas-là, le deuxième nœud va être à droite ou là à gauche. Voilà. Et donc ça fait 5 en tout. Voilà. Alors là, avec cet exemple, on voit bien comment généraliser. C'est-à-dire qu'il y a un nœud qui va être, qu'on va appeler la racine. D'accord? C'est le tout premier nœud. D'accord? C'est la racine mère, voilà, de l'arbre.
Et en fait, regardez, ici, ça veut dire que j'ai décidé de prendre un arbre à un nœud là et un arbre à un nœud. Il me restait de 3 nœuds à mettre, comme j'ai enlevé la racine, il me reste 2 nœuds à mettre. Donc je peux les partager en 1, 1, d'accord, ou 2, 0, ou 0, 2. Mais si c'est 2, 0, comme là il y a 2 nœuds, d'après ces deux, il y a 2 façons de les mettre. Et 0, il n'y a qu'une seule façon de les mettre. Voilà. Et ici, pareil, avec 0, 2. Ce qui veut dire, finalement, que la récurrence de Cn, elle n'est pas difficile à trouver. Cn, d'accord, eh bien, on va retirer le nœud, et il va falloir avoir un arbre à k nœuds à gauche et un arbre à n-1 moins k nœuds à droite. Et on fait une combinaison indépendante de ça, ce qui fait que Cn, c'est égal à la somme de k égale 0 à n-1 de ck, c, n-1 moins k. De la même manière que C3, c'est la somme de C0 fois C2, donc 2, plus C1 fois C1, voilà ici, donc 1, plus C2 fois C0, donc encore une fois 2. Voilà. Donc là, ça fait bien 5. Ok. Alors j'ai cette récurrence, et maintenant, cette récurrence, on va regarder la fonction génératrice, c'est toujours pareil avec la combinatoire, où on cède souvent des fonctions génératrices, on veut connaître Cn, là, on n'a qu'à connaître toute la fonction g de z égale somme de n positif des Cn Zn. Voilà. Que je vais voir comme une série entière, ou, selon comment ça m'arrange, comme une série formelle, mais comme je vous disais, dans la culture actuelle de nos licences et masters, c'est plutôt série entière qui est plus connue. Alors, je vais regarder maintenant, je vais interpréter, grâce à cette formule, on voit qu'il y a une espèce de somme de Cauchy, mais une somme de Cauchy décalée à n-1. Donc en fait, je vais regarder g de z au carré, et je vais regarder son terme en z puissance n-1, quand n, du coup, est supérieur ou égal à 1, parce que c'est n-1. Et en fait, par les séries de Cauchy, j'ai ici somme de k égale 0 à n-1 de ck, c n-1 moins k. Ça, c'est le produit de Cauchy. Hein, voilà. Donc là, on reconnaît Cn, ce qui va faire que g de z au carré, c'est la somme pour n supérieur ou égal à 1 de Cn z n-1. Très bien. Donc maintenant, si je veux reconnaître g de z, je vais multiplier par z ici pour obtenir ça, mais il me manquera le terme en n égale 0. Donc ça veut dire que g de z, c'est 1, voilà le terme en n égale 0, plus z, g de z carré. C'est là où la formule d'inversion de Lagrange va m'aider. Regardez, je vais écrire ça sous la forme z égale g de z moins 1 sur g de z carré, bon, évidemment. Ce qui me donne envie d'utiliser G0 de Z, une version normalisée de G de Z finalement, G0 de Z c'est G de Z moins 1, et donc Gz égale G0 de Z sur 1 plus G0 de Z au carré. Alors G0 de Z m'aidera autant à avoir les nombres de Catalan que G de Z, sauf pour n égale 0. Mais bon, n égale 0, c'est vite fait, hein, c'est ça. Donc regardez, là c'est magnifique, parce que si je pose W égale G0 de Z, ici, Z c'est G0 moins 1 de W, donc je peux l'appeler F0, et j'ai F0 de W égale, ici j'ai W sur 1 plus W carré. Donc je suis exactement dans ma situation ici, où f de W, c'est W sur phi de W. Avec phi de W, c'est ce qui est au dénominateur, c'est le 1 plus W carré. Donc, Cn, c'est quoi? C'est, pour n strictement positif, c'est le terme en Zn de G0 de Z. Très bien. Donc, je reprends ici ma formule, c'est 1 sur n, du terme en Wn-1,
de phi puissance n de W. Ok, ben on y va. Ça veut dire phi puissance n, donc c'est 1 plus W puissance 2, mais puissance n, donc puissance 2n. Il faut le terme en n-1, Wn-1, donc ça c'est le coefficient binomial n-1 parmi 2n, et il faut diviser par n. Voilà. Alors avec un petit tour de passe-passe des factoriels, c'est 1 sur n plus 1, n parmi 2n, c'est plus joli. Et là, vous allez me dire peut-être deux choses. Une première chose, c'est on avait supposé ici, il fallait que ce soit défini dans un voisinage de 0. Est-ce que c'est défini dans un voisinage de 0? Parce qu'on a quand même pris des séries entières, et non pas des séries formelles. Donc ici, avec les séries entières, ben oui, parce qu'en fait, on voit a posteriori, après coup, en quelque sorte, que ici, ce résultat-là, c'est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1, et ça, comme c'est un coefficient qui est sur la ligne 2n du triangle de Pascal, eh bien c'est inférieur ou égal à 2 puissance 2n. D'accord? Parce que la somme des coefficients, on sait que c'est 2 puissance k, hein, pour la kème ligne. Donc ici, on a ça. Donc ce qui veut dire que le rayon de convergence est supérieur ou égal à 1/4 pour cette série. Voilà. Donc, entre autres, il y a un voisinage de 0 sur lequel c'est défini. Voilà une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'on aurait pu s'en sortir autrement, ici, et résoudre l'équation. Mais on résout une équation du second degré, et on va obtenir deux solutions. Donc, il va falloir jongler avec ces deux solutions. C'est peut-être pas élégant. Par contre, si on avait un cube ou un puissance 4, là, on n'aurait pas eu tellement de choix, et ça aurait continué à marcher. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez vu une belle application de la formule d'inversion de Lagrange à la combinatoire. Voilà, c'est tout.